Je suis heureuse dans la vie, ayant épousé une famille aisée, tandis que Mason se moque de mon mode de vie apparemment simple. Alors que nous étions assis dans le hall de l'hôtel, sa voix tranchante a coupé court à mon calme, me narguant avec sa dernière mise à jour. Il se vantait de sa nouvelle femme, qui n'est autre que la fille du président de Goldsmith Enterprises. Le rire teinté de fierté de Mason emplit l'air, mais c'est la mention de Goldsmith Enterprises qui attira mon attention. Je connaissais ce nom, mais je n'arrivais pas à le situer. Puis, le déclic s'est produit. Mason continua à se vanter, ignorant l'humour que je trouvais dans sa vantardise. Je m'appelle Patricia, j'ai 37 ans et je vis tranquillement avec mon mari Mason. Je travaille dans l'entreprise immobilière de ma famille, où je m'occupe essentiellement de tâches administratives tandis que mon père, le président, supervise les grandes stratégies. En tant que fille unique, je suis censée diriger un jour l'entreprise. Malgré les responsabilités qui m'attendent, je maintiens un équilibre prudent entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, surtout en présence de Mason. Elle a terminé ses études secondaires et travaille pour une entreprise de déménagement, un travail exigeant que je respecte. Pour éviter qu'il ne se sente pas à la hauteur, je parle rarement de mon diplôme universitaire ou de l'avenir que je prévois en tant que présidente de l'entreprise. Mason et moi nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun à l'université. Après le déménagement de mon ami, pris en charge par l'entreprise de Mason, elle nous a présentés. Au départ, Mason s'intéressait à elle, mais après qu'elle l'a repoussé, nous avons appris à nous connaître. Sa nature facile à vivre complétait ma méticulosité, et notre relation s'est épanouie. Nous nous sommes mariés à la fin de la vingtaine, après une brève fréquentation. Notre mariage s'est déroulé sans heurts. Soutenu par l'acceptation chaleureuse des parents de Mason. C'est un contraste rafraîchissant par rapport aux difficultés typiques que rencontrent certains de mes amis avec leur belle famille. Malgré le travail exigeant de Mason, qui l'obligeait souvent à rester dehors jusqu'à une heure tardive et l'épuisait physiquement, il est resté engagé dans notre mariage. Même les jours les plus difficiles, il exprimait sa gratitude lorsque j'attendais pour partager le dîner avec lui. Je me sentais chanceuse d'avoir un mari aussi dévoué, mais après un an de mariage, notre vie paisible a commencé à montrer des signes de tension. Un soir, alors que nous nous installions au lit, Mason a abordé à l'improviste le sujet de la maternité. Son ton était teinté d'irritation, ce qui m'a prise au dépourvu. J'avais moi aussi pensé à fonder une famille, et même si nous n'essayions pas activement, je pensais que cela se ferait naturellement avec le temps. Je l'ai rassuré en lui disant que cela ne faisait qu'1 an, qu'il n'y avait pas d'urgence. Je voulais des enfants, mais je savais que stresser à ce sujet ne servirait à rien. Pour calmer la situation, j'ai adopté un comportement détendu, mais Mason, plus sûr de lui que d'habitude, a cité des statistiques. Tu sais, il y a environ 90 de chances de concevoir dans l'année pour les couples qui n'utilisent pas de contraception. Je ne suis pas très versée dans ce genre de détails. Ce chiffre m'a semblé étonnamment élevé. Si tu es inquiet, peut-être devrions-nous tous les deux faire un test de dépistage, ai-je suggéré, pensant qu'il était sage d'aborder ensemble tout problème potentiel. Cependant, la réaction de Mason a été étonnamment dure. Que est-ce que tu insinues, que c'est ma faute? En général, c'est la faute de la femme, a-t-il rétorqué. Le ton plein de mépris. C'était la première fois qu'il me parlait ainsi. Je ne l'avais pas accusé de quoi que ce soit, j'avais simplement suggéré une approche commune pour trouver la clarté. Pourtant, Mason en a conclu que je le blâmais et a ajouté, c'est certainement la faute de la femme, comme pour souligner que c'était moi le problème. Je voulais répondre, mais j'étais trop secouée, et j'ai à peine réussi à dire, bien sûr. Alors, fais-toi dépister. Je suis trop occupée par mon travail. J'ai aussi un travail, tu sais. Tu te contentes de travailler dans l'entreprise de ton père, m'a-t-il répondu. Ces mots m'ont piqué. Je ne me suis jamais contentée de me reposer sur mes lauriers, même si mon rôle comportait de nombreuses tâches administratives. J'apprenais activement les techniques de gestion auprès de mon père pour me préparer à diriger l'entreprise un jour. Ce soir-là, toute tentative de discussion se solda par une réponse sèche, et nous nous endormîmes en silence. Le dos tourné,
un air lourd planant entre nous. À partir de ce moment-là, l'attitude de Mason à mon égard changea radicalement. Un soir, en rentrant tard à la maison après une discussion sur l'avenir avec mon père, j'ai trouvé Mason furieux parce que le dîner n'était pas prêt. Je suis désolé. Je suis rentré il y a un quart d'heure. Je vais commencer à cuisiner maintenant. Attendez un peu, s'il vous plaît, me suis-je empressé d'expliquer. Mais Mason n'en a pas tenu compte. C'est typique de la fille du patron d'une petite entreprise. Il ne se rendait pas compte de l'ampleur de l'entreprise de mon père, une importante société immobilière employant des centaines de personnes. Ses suppositions et l'amertume croissante ont rendu notre vie quotidienne plus difficile, jetant une ombre sur ce qui avait été autrefois une relation d'amour et de soutien. Il me semblait inutile de me disputer et je me suis précipité dans la cuisine. Promettant à Mason de cuisiner immédiatement. Prends un verre et détends-toi en attendant, suggérai-je, sachant que l'alcool semblait l'apaiser. Cela m'attristait que notre relation en soit venue à dépendre de ces boissons du soir pour éviter les tensions. Je détestais me faire gronder, mais si cela permettait de maintenir la paix, même temporairement, je le considérais à contre-séure comme un mal nécessaire. Le lendemain, le comportement froid de Mason s'est prolongé alors qu'il partait au travail, ses mots d'adieu étant tranchants. Assure-toi que le dîner est prêt quand je rentrerai. J'expirai profondément, l'esprit tourné vers la journée qui s'annonçait. J'avais prévu un jour de congé pour me rendre chez le gynécologue afin d'effectuer des tests de fertilité, une chose sur laquelle Mason avait insisté, même s'il refusait d'y participer lui-même. C'était frustrant de vivre cela seul, mais se plaindre ne servirait à rien. Si le problème venait de moi, je voulais commencer le traitement immédiatement. Sachant que la fertilité peut décliner avec l'âge, j'étais impatiente de régler tout problème rapidement. Et la clinique était bondée et j'ai attendu 1 heure avant d'être examinée. Après une série de tests, le médecin m'a informé que les résultats seraient disponibles lors de mon prochain rendez-vous. Et la possibilité que ce soit moi qui ai des problèmes de fertilité me décourageait, mais j'étais prête à prendre toutes les mesures nécessaires. Lorsque Mason est rentré à la maison ce soir-là, je lui ai dit que j'avais passé le test de fertilité aujourd'hui. Il a réagi sèchement. Des chiffres. Si c'est toi qui as un problème, c'est bien que tu te fasses tester. Fais-moi part des résultats. Sa supposition que j'étais responsable de nos difficultés à concevoir était blessante. 6 ans ont passé et j'ai eu 37 ans. Nos tentatives pour avoir un enfant ont continué sans succès. Et il semblait que Mason s'était résigné à ne pas devenir père. Ses soirées tardives sont devenues plus fréquentes, et parfois il ne rentrait pas du tout à la maison. Lorsqu'il rentrait, il disait qu'il était sorti boire et chanter au karaoké jusqu'à l'aube. Son comportement me faisait davantage penser à un étudiant insouciant qu'à un mari engagé, ce qui était incroyablement frustrant. Mon travail était devenu plus exigeant et le rêve de fonder une famille devait être mis de côté. Mais les récents agissements de Mason devenaient intolérables. Son mépris pour notre vie commune était douloureusement évident. Un jour, alors que Mason avait quitté la maison pour son jour de congé, j'ai remarqué qu'il avait oublié son smartphone dans le salon. Je l'ai ramassé, avec l'intention de le mettre dans sa chambre, mais il a sonné à ce moment-là. L'identifiant de l'appelant affichait un nom, Diana. Supposant qu'il s'agissait d'une collègue. J'ai répondu pour l'informer que Mason avait laissé son téléphone à la maison. Et, Mason, tu es en retard. J'attends depuis 50 minutes. Dépêche-toi ou on va rater l'ouverture du parc. Nous n'avons pas eu de rendez-vous depuis si longtemps. C'est ce qu'a dit une voix flirteuse à l'autre bout du fil. La mention d'un rendez-vous m'a stupéfié et j'ai rapidement raccroché, le cœur battant. Cette femme n'était pas une simple collègue. C'était quelqu'un que Mason fréquentait de manière amoureuse. Tenant son téléphone, la preuve de son infidélité serrée dans ma main, j'ai ressenti un mélange de choc et de colère. Alors que je luttais contre une éventuelle infertilité, Mason s'était engagé avec insouciance dans une liaison. Son éloignement récent a soudain pris tout son sens, et je suis restée là, tremblante d'une colère indescriptible face à cette trahison. Réaliser que Mason n'avait plus besoin de moi dans sa vie était un coup dévastateur.
Mais découvrir sa trahison rendait la situation encore plus insupportable. Déterminé à affronter le problème de front, j'ai commencé à rassembler des preuves de son infidélité. Le déverrouillage de son smartphone à l'aide de sa date de naissance s'est fait sans effort. L'historique des appels et les messages était dominé par des échanges avec une certaine Diana, plein de mots affectueux et intimes qui m'ont retourné l'estomac. J'ai tout documenté méticuleusement, prenant des photos avec mon téléphone avant de remettre son appareil à sa place habituelle, faisant comme si rien n'avait changé. Un mois s'est écoulé dans cet état étrange de notre mariage fracturé jusqu'à ce qu'un jour, mon père, le président de notre entreprise, m'appelle dans son bureau. J'ai quelque chose d'important à te dire, me dit-il solennellement. Son ton grave m'a prise au dépourvu et je me suis préparée à une nouvelle sérieuse, qui n'a fait qu'aggraver le stress que je ressentais déjà. Ce soir-là, pressentant peut-être l'inévitable, Mason a suggéré que nous envisagions de nous séparer. Je réfléchissais déjà à la manière d'aborder le divorce compte tenu de son infidélité. Son initiative a donc été étonnamment commode. Oui, divorçons, ai-je rapidement accepté. Mason a semblé surpris par mon empressement, peut-être plein d'espoir quant à son avenir avec Diana. Malgré la douleur de voir son soulagement, j'ai signé les papiers du divorce qu'il m'a présentés. Je peux les déposer demain. Je quitterai cette maison, a-t-il dit nonchalamment. Était-ce-vous sûr de l'hypothèque? J'ai posé la question avec désinvolture, me doutant qu'il n'avait pas bien réfléchi à sa situation financière sans moi. Son travail était exigeant mais pas lucratif et je doutais de sa capacité à gérer seul les paiements de l'hypothèque. Néanmoins, il était confiant, ou peut-être simplement naïf. Étant donné sa trahison, je ne me sentais pas obligé de faciliter sa transition. Quelques jours plus tard, je suis retourné vivre chez mes parents. Ils se sont d'abord inquiétés de mon bien-être, mais sont devenus furieux lorsque j'ai expliqué l'infidélité de Mason. Ils ont soutenu ma décision de le quitter, me répétant sans cesse que la séparation était la meilleure chose à faire. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail et j'ai essayé de surmonter les troubles émotionnels liés à l'échec de mon mariage. Une année s'est écoulée dans un flou d'engagement et de projets. Un soir, voyant à quel point j'étais absorbé et fatigué, mon père m'a suggéré de faire une pause. Pourquoi ne pas faire un voyage? À partir du mois prochain, il y aura beaucoup de travail, m'a-t-il conseillé, soucieux de mon bien-être. Reconnaissant pour la suggestion et me sentant mentalement épuisé, j'ai décidé de faire un voyage en solo dans le Nord-Est, ayant envie d'un changement de décor et d'un peu de paix. L'air du Nord-Est était vif et rafraîchissant, semblant purifier mon âme fatiguée. J'ai rencontré des habitants d'une gentillesse et d'une serviabilité incroyables, ce qui a peu à peu apaisé mon esprit. J'ai réservé un séjour à Los Angeles dans un hôtel renommé, décidant de m'offrir la meilleure expérience possible. Après m'être enregistré, je me suis détendu dans le hall avec un verre de bienvenue, la fatigue de mon voyage disparaissant. Je me sentais tellement en paix que j'ai plaisanté sur le fait de déménager à Los Angeles. C'est alors qu'une voix familière a percé le calme. Où, hey, qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis retourné en sursaut pour voir Mason entrer dans le hall avec 2 grosses valises. Et la rencontre inattendue avec mon ex-mari était la dernière chose à laquelle je m'attendais au cours de ce voyage de guérison. Entouré par le charme élégant du hall de l'hôtel de Los Angeles, j'ai ressenti une soudaine secousse de la réalité en voyant Mason entrer avec une jeune femme à son bras. Elle avait l'air d'avoir une vingtaine d'années, avec une peau impeccable, un maquillage audacieux et des ongles d'un rouge éclatant qui contrastaient fortement avec le temps frisquet du Nord-Est. Sa tenue était également audacieuse, une jupe courte malgré le froid. Mes yeux se fixèrent sur elle, incrédule. Pourquoi était-ce-vous ici? Et qui est-elle? Je n'ai pas pu m'empêcher de lâcher, ma curiosité prenant le dessus malgré mes doutes quant à ma volonté d'obtenir des réponses. Laissez-moi vous présenter, dit Mason avec une pointe d'excitation que je n'avais pas vue depuis longtemps. Voici Diana, ma nouvelle femme. Nous sommes en lune de miel. Et devinez quoi? Elle est la fille d'un riche homme d'affaires. Le nom de Diana m'a frappé comme une vague. C'était la même Diana que lors de l'appel téléphonique d'il y a quelques mois. J'ai ressenti une pointe de malaise face à sa fierté évidente d'avoir épousé quelqu'un de beaucoup plus jeune et de plus fortuné. Vous êtes seul ici? C'est triste. Mason ricana,
sa voix dégoulinant de dédain. À côté de lui, Diana me regarde avec un sourire en coin. Et, Mason, c'est ton ex-femme? Elle a l'air vieille. Dépêche-toi de t'enregistrer. Dit-elle, le ton tranchant point irrité. Je parvins à garder mon calme tandis que Mason passait nonchalamment un bras autour d'elle. Je me vante, oui, je suis prête pour la vie maintenant. Se marier pour gagner de l'argent, c'est continuer à se débattre dans sa modeste vie. Le rire aigu de Mason a tranché dans l'atmosphère sereine du hall d'entrée. Un contraste saisissant avec la tranquillité dont je jouissais. Il a continué à faire étalage de sa nouvelle vie. Oui. Diana est la fille de Goldsmith. Vous savez, Goldsmith Enterprises. Ajouta-t-il, semblant trop fier. La mention de Goldsmith Enterprises me dit quelque chose. Je m'en suis souvenu au moment où le visage de Mason s'est illuminé d'une joie enfantine. Impressionnant, hein? Sa famille est pleine aux as. Ils ont même remboursé rapidement l'hypothèque de notre maison. Merci d'avoir facilité le divorce, Patricia. Dit-il d'un ton sarcastique. Oui, je les connais. Ils sont dans ce grand bâtiment au centre-ville, non? J'y suis déjà allé. Je réponds calmement, à peine gêné par ces remarques. Mason a l'air surpris. Oh, vous y êtes allé? Eh bien, sa famille possède une énorme entreprise, alors rompre avec toi était le bon choix. Il affiche un sourire malicieux. J'acquiesce, toujours aussi calme. Ce bâtiment? Il fait partie de notre patrimoine immobilier. Je l'ai mentionné avec désinvolture, comme si je me souvenais d'un détail mineur. Comment ça, nos biens immobiliers? Répondirent Mason et Diana, tous deux perplexes. Ce bâtiment est loué par mon père pour son bureau le plus prestigieux. Je ne sais pas si votre société s'occupe d'immobilier, mais ce n'est certainement pas un bâtiment minable, expliquai-je d'un ton serein. Leur scepticisme était palpable. J'ai fait une pause, sachant qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Oui, je sais à quel point c'est grandiose. J'étais là lorsque mon père a acheté cet immeuble pour environ 500 millions de dollars. Récemment, il s'est plaint qu'un locataire ne payait pas son loyer. Et elle s'est avéré qu'il s'agissait de votre entreprise. En fait, mon père est un magnate de l'immobilier qui possède des actifs d'une valeur de 5 milliards de dollars, et ce bâtiment en fait partie. Goldsmith Enterprises est le locataire depuis quelques mois, et il n'a pas payé son loyer. J'ai révélé, en observant attentivement leur réaction. Diana a éclaté de rire. L'incrédulité se lisant sur son visage. Ce n'est pas possible. Notre entreprise se porte très bien, affirma-t-elle, toujours en riant. Mais le choc dans ses yeux racontait une autre histoire. Malgré le choc de voir Mason avec sa nouvelle femme, j'étais déterminée à ne pas me laisser entraîner dans leur drame. Pourtant, les déclarations fracassantes de Diana, selon lesquelles leur entreprise pourrait sûrement payer le loyer, résonnaient autour de nous, laissant présager un déni ou une tromperie. Son ton était dédaigneux, suggérant que je mentais dans le seul but de semer la discorde entre Mason et elle. Comprenant qu'une simple conversation ne suffirait pas, j'ai sorti mon smartphone dans le hall de l'hôtel. Je suis ici avec la fille de Goldsmith Enterprises. J'ai dit à mon père au téléphone, peux-tu m'envoyer une photo de l'avis de rappel de loyer? Quelques instants plus tard, mon père a envoyé une image claire de l'avis adressé à Goldsmith Enterprises. Montrant 4 mois de loyers impayés. J'ai montré l'image à Mason et Diana, doutant qu'ils puissent la considérer comme fausse, étant donné la preuve immédiate. Vous voyez, si vous ne payez pas rapidement, nous pourrions être amenés à envisager une action en justice. Que allez-vous faire? Ai-je demandé calmement. Et la confiance de Diana a vacillé lorsqu'elle a marmonné, en y réfléchissant bien, papa a été très stressé ces derniers temps, il a parlé du ralentissement des ventes et il a licencié beaucoup d'employés. Mason, quant à lui, semblait s'enfoncer dans le déni, m'accusant d'avoir inventé cette histoire pour les séparer. Tu essaies juste de nous piéger et de nous séparer, n'est-ce pas? Tu es toujours ce genre de personne qui essaie de se venger de mon remariage. Tes tactiques sont sales, cria-t-il, me faisant reculer,
choqué par sa voix forte et accusatrice. Ces paroles m'ont rappelé des souvenirs douloureux de notre mariage. Toutes les choses dures qu'il avait dites lorsque les choses étaient difficiles entre nous. Mais maintenant, debout ici, je n'étais plus la personne qui prenait ces paroles en silence. Que est-ce que tu racontes, Mason? Tu crois vraiment que j'ai encore des sentiments pour toi? Quelle idiotie! Il y a longtemps que je n'aime plus un homme comme toi. En fait, j'ai de la peine pour Diana qui s'est laissée entraîner par quelqu'un comme toi. J'ai dit d'une voix posée mais ferme. L'as-tu épousé uniquement pour son argent? Tu avais aussi des raisons superficielles de m'épouser, comme le fait de vouloir te marier rapidement et d'avoir des enfants. Et qui m'a quitté quand il a découvert que nous ne pourrions pas avoir d'enfants, qui m'a traité d'inutile parce que j'étais stérile? Tu es responsable de tout cela. Et tu crois que j'ai encore des sentiments pour toi? Tu as perdu la tête. Le visage de Mason est devenu rouge de colère. Tu n'es qu'une vieille sorcière arrogante. Tu ne peux probablement plus te marier ni avoir d'enfants. Diana et moi avons prévu de nous amuser à faire un bébé après ce voyage, rétorqua-t-il, la voix chargée de désespoir. C'est alors que j'ai décidé de révéler la vérité. Pour mettre enfin un terme à ces suppositions. Oh, je ne l'ai pas dit, mais je suis enceinte de 5 mois. Je suis dans la phase stable de ma grossesse, alors mon père m'a suggéré de faire ce voyage pour me détendre. J'ai révélé calmement. C'est vrai. Après notre divorce, j'ai trouvé quelqu'un qui me soutient vraiment. Il s'agit de mon patron au travail, qui se trouve être un subordonné de mon père. Il a été d'un grand soutien, tant sur le plan personnel que professionnel. J'ai appris que j'étais enceinte il y a tout juste 5 mois. Ce fut un mariage rapide, mais mon entreprise et mon père l'ont célébré avec faste. Le visage de Mason se décompose. Sa bravade s'évapore au fur et à mesure qu'il apprend la nouvelle. Tu es enceinte? Tu utilisais un moyen de contraception? La question était absurde, et je n'ai pu m'empêcher de ressentir un mélange de pitié et de soulagement en le regardant. Ma vie avait évolué depuis le chaos qu'il y avait introduit. Aujourd'hui, plus que jamais, j'étais sûre de mon chemin, forte du soutien de mon nouveau mari et de la responsabilité imminente de diriger l'entreprise de mon père, d'autant plus qu'il prévoyait de prendre bientôt sa retraite pour des raisons de santé. Mon avenir, bien qu'autrefois lié à celui de Mason, était désormais fermement le mien, plein de nouveaux départs et libéré de son ombre. Et la confusion de Mason était palpable alors qu'il tapait du pied, déconcerté par cette révélation. Le contrôle des naissances? Je n'ai jamais fait ça, tu te souviens? Je t'ai dit que j'avais fait des tests de stérilité à la clinique et qu'ils n'avaient rien trouvé. Le problème ne venait donc pas que de moi, ai-je dit, sans détour, tandis que son visage se déformait sous l'effet de la prise de conscience. Cela signifiait-il que Diana et moi ne pouvons pas avoir d'enfants? Pourquoi ai-je divorcé pour épouser Diana? Il se marmonne à lui-même, ses épaules s'affaissent en signe de défaite. Que est-ce que tu veux dire par pourquoi? Tu t'es senti trahi en sachant qu'il était stérile? Diana a répliqué, sa colère s'enflammant face à la logique égocentrique de Mason. Réalisant que je n'avais aucune raison de m'engager plus avant, j'ai prononcé ma déclaration finale. C'est pourquoi, à partir de maintenant, veuillez séparer vos affaires des miennes. En ce qui concerne le loyer de Goldsmith Enterprises, j'attends le paiement intégral. Si vous avez l'intention de continuer à louer le bâtiment, veuillez régler rapidement les arriérés de loyer. Dans le cas contraire, nous devrons engager une action en justice. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Au revoir. Sur ce, j'ai laissé Mason et Diana en pleine discussion et je suis retournée avec confiance dans ma chambre d'hôtel. À mon retour de voyage, mon mari m'a accueilli avec un sourire chaleureux. Bon retour parmi nous. Désolé, je n'ai pas pu aider à la maison. Tout s'est bien passé? Bien sûr, tout allait bien. Je suis content que tu aies pu te détendre, Patricia. Merci, a-t-il répondu, avec un sourire sincère et réconfortant. Depuis que j'ai épousé mon mari actuel, je me sens rassurée chaque jour et les pensées de Mason sont passées au second plan. Après cet incident, je n'ai plus revu Mason.
Mais grâce au contact de mon père, j'ai appris que la situation de Mason et de Diana s'était aggravée. Alors qu'il pensait au départ qu'il allait épouser un homme riche. Mason a découvert que Goldsmith Enterprises était criblé de dettes. Et la nouvelle s'était répandue sur les chaînes de télévision qu'un employé de Goldsmith Enterprises avait détourné des millions auprès de ses clients. Le père de Diana était au courant de la fraude, mais a tenté de la dissimuler pour protéger la réputation de l'entreprise. Cependant, une fois le scandale rendu public, les actions de Goldsmith Enterprises ont chuté et l'entreprise a perdu sa crédibilité. Et elle s'en est suivi un exode massif des employés. Dans une situation aussi désastreuse, il était évident que l'entreprise ne pourrait pas payer son loyer, et encore moins se remettre du scandale. Cette tournure des événements a réaffirmé mon soulagement d'avoir tourné la page sur ce chapitre de ma vie, alors que je me concentrais sur un avenir rempli de stabilité et d'affection sincère avec mon nouveau mari.